Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle Le rejet de l'Occident. C'est un livre de Stéphane François qui traite notamment de René Guénon et qui traite d'une certaine façon de l'école philosophique dans laquelle je suis. Cette école philosophique, elle est caractérisée par trois aspects fondamentaux. Le premier aspect fondamental, c'est le rejet du christianisme en tant que monopolisateur de la vérité. C'est-à-dire aussi, c'est la volonté de replacer le christianisme en tant qu'un épiphénomène du judaïsme adapté à des édomites. Je ferai une série de vidéos de rejet du christianisme et en particulier du catholicisme roman, montrant que c'est une impasse et que cette impasse du judaïsme, elle a amené la pire des civilisations, c'est-à-dire la civilisation moderne, qui est proche avec ses bombes atomiques de détruire la planète. Si c'était pour en arriver là, on n'avait pas besoin d'un Christ rédempteur. Deuxièmement, particulièrement à Rio, ici, vu l'état de la société brésilienne, le Christ rédempteur, il se fait attendre. Le deuxième aspect, c'est. Alors, le premier aspect, c'est remettre en cause le christianisme en tant que mode d'organisation collective dans une société sédentaire. Le christianisme, c'est un mode de nomadisme comme les nombreuses propositions de nomadisme qui sont liées de l'hébraïsme, que ce soit Abraham qui se barre d'Our, que ce soit Moïse qui se barre d'Égypte ou que ce soit les chrétiens qui se barrent de Jérusalem, on a un phénomène de fuite et de retour au nomadisme et quelquefois même au nomadisme intégral. Donc le christianisme ne peut pas être la base d'une civilisation, il a donné que des civilisations boiteuses qui ont donné en réalité des abrutis et la pire des civilisations qui existent c'est la civilisation occidentale. Le deuxième aspect, c'est l'œuvre de René Guénon en tant que rejet de l'Occident, un rejet absolu, notamment un rejet de l'inversion du psychique et du spirituel qui a été opéré par René Descartes. Et le troisième, c'est le rejet du conspirationnisme. En réalité, la théorie de la conspiration, une façon très erronée et très utile pour le système de présenter le déterminisme historique et le plan de l'oligarchie financière. Plus vous allez rentrer dans la théorie de la conspiration, plus vous allez rentrer dans le nazisme. En réalité, la théorie de la conspiration, c'est l'enfant du nazisme, c'est l'enfant de l'URSS et c'est l'enfant du nouvel ordre mondial. Il y a que, en réalité, cette espèce de sphère du nouvel ordre mondial, on se demande si elle n'est pas plus le fait des conspirationnistes que de la réalité. C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, il existe surtout dans la pensée des conspirationnistes. Donc je vous invite à lire ce livre, il est intéressant. C'est une étude critique sur la tentative de vulgariser l'ésotérisme. Un risque auquel j'ai été confronté moi-même. D'abord parce que dans mon thème astral, il est écrit que je suis un excellent vulgarisateur, c'est-à-dire que j'arrive à rendre accessibles des idées très compliquées à des gens très simples. Mais la question se pose, jusqu'à quel niveau on peut essayer de vulgariser le domaine de l'ésotérisme? A priori, le domaine de l'ésotérisme, il appartient à une élite qui est capable d'arriver jusqu'à ce niveau de pensée et s'organiser en fonction. Après, la tentation, c'est de faire descendre cette connaissance par des moyens médiatiques, par des cours, par des moyens simples, etc., jusqu'au niveau de compréhension du public. Or, le public, il peut comprendre un certain nombre de choses, il n'est pas complètement idiot, hein, même si dans l'esclavage du nouvel ordre mondial, vrai ou faux, il y a un esclavage qui est lié à la modernité. La modernité, c'est un mode d'esclavagisme tyrannique. Mais est-ce qu'on est en capacité de faire descendre la connaissance jusqu'aux esclaves de la tyrannie actuelle? C'est la question que je me suis posée avant d'ouvrir ces cours, avant d'ouvrir cette chaîne, en sachant qu'il y avait deux pôles qui se proposaient à moi, soit le pôle brésilien qui serait un pôle fusionnel avec un soft power, où tout se fondrait d'une certaine façon dans l'idée que les Brésiliens se font de la culture et de leur futur, qui est tout à fait valide, hein, la façon dont les Brésiliens pensent leur futur et leur pouvoir, elle est tout à fait légitime et elle est tout à fait sensée, hein. Il n'y a pas plus sensé qu'un Brésilien sous les apparences. Les Brésiliens ont trouvé une méthode. Alors je ne parle pas des Noirs extrémistes qui se prennent pour des victimes et qui sont pris à n'importe quoi pour gagner du fric. Je ne parle pas des Indiens qui veulent vivre dans les tribus. Je ne parle pas des petits blancs dans les quartiers riches ni des triades asiatiques. Je parle du Brésilien de la rue, de la classe moyenne, du Brésilien moyen. Lui, il a compris. Il est dans une dynamique historique qui va lui profiter. Il le sait, il est patient d'ailleurs. Après, il y a un hard power. Ce hard power, il va avoir lieu en Afrique du Sud. Et là, on a une nouvelle race blanche qui a des capacités intellectuelles qui dépassent de loin les capacités de la race blanche actuelle. Alors ça ferait rire un peu Stéphane François, hein, que je m'aventure sur ce sujet, puisqu'il est très critique sur la théorie des anciens astronautes, sur les interprétations des Akara Sitchin, etc.
Or, le fait qu'un jour une race blanche supérieure puisse venir des zones boréennes ou hyperboréennes, arctiques ou antarctiques, pour amener la reconstitution d'une civilisation au sud, c'est un sujet qui a été abordé par René Guénon, notamment à propos de Luz, c'est-à-dire Luz, L-U-Z, c'est-à-dire la cité du maître du monde, qui est une cité enterrée et où il y a une race blanche supérieure qui veille au destin de l'humanité autour du roi du monde. Cette race blanche, elle serait d'origine vénusienne et d'origine de la constellation d'Orion. Alors, je sais que ça va faire sourire, ça a l'air rocambolesque, mais le fait est, c'est qu'on trouve ce fait mythologique dans toutes les civilisations anciennes. Alors, est-ce qu'il y a véritablement une race blanche supérieure à la race humaine qui a été basée sur une évolution de la race noire d'Afrique, c'est-à-dire qu'est-ce que les Africains sont des êtres inférieurs à partir de lesquels a été tricoté un programme génétique? Est-ce qu'il y a une véritable race blanche supérieure qui serait liée aux Anunnaki et qui aurait comme destin de reprendre en main le destin de l'humanité? Eh bien, c'est ce que dit René Guénon. Et je sais que ça va faire hurler beaucoup de personnes, qu'il y a un rétablissement de la tradition primordiale à partir d'éléments de la race blanche qui auraient pu, dans le sous-sol, trouver un accommodement pour une vie infra-terrestre. Alors le fait est, c'est que mon ancêtre Jules Verne, qui est mon aïeul, a abordé ce sujet, mais aussi Saint-Tite d'Alved, qui est aussi mon aïeul. Alors Louis II, qui est aussi mon aïeul, il est loin de ce sujet, puisque lui il traduit des textes anciens, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est un linguiste, un orientaliste qui reste catholique. Mais dans l'œuvre de Jules Verne, comme l'œuvre de René Guénon, on a une référence à l'Agartha, le royaume du roi du monde. Donc je vous invite à lire ce sujet. Ce dimanche, on aura une vidéo dans le groupe René Guénon qui traitera justement de exotérisme, ésotérisme. Faut-il rester à la surface de la Terre ou faut-il descendre? Qu'est-ce qui va se passer? Écorce et centre, ésotérisme et exotérisme, c'est le sujet qu'on va aborder. Voilà, si vous voulez rejoindre le groupe René Guénon, c'est un groupe perpétuel. Il restera dans les années à venir, même si la vocation à aller en anglais. Voilà. On souhaite longue vie au Brésil. Le Brésil, il est dans une dynamique de soft power, de fusion culturelle qui est assez sympa. Moi, je dois dire que de ce côté-là, j'aime beaucoup les Brésiliens. Quand on vit ici, il faut éviter 4 types de personnes, c'est-à-dire les indigènes nationalistes, les noirs revanchards, les mafias asiatiques et puis les petits blancs riches qui s'enferment dans les quartiers. Mais la classe moyenne, la classe populaire brésilienne, elle reste assez sympa, humaine. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à les fréquenter. Les seuls coups que j'ai reçus ici, c'était justement de ces blancs, de ces noirs, de ces indigènes et de ces asiatiques culturalistes acharnés. Mais en règle générale, la société brésilienne, c'est une société qui est assez sympa à vivre. C'est une société du soft power. On essaye toujours de passer un accord avec son voisin, y compris avec son ennemi. Pourquoi pas, ça marche assez bien ici, même si ça avance lentement, ça avance. Après, ce qui se profile en Amérique du Sud, c'est un hard power, c'est-à-dire un pouvoir extrêmement fort. Et c'est ce que je vous propose d'étudier dans les semaines à venir. On va parler un petit peu plus de l'Agartha, on va parler un peu plus du roi du monde. Et même si on conserve, si je vais conserver un point de vue critique, notamment celui des sciences sociales modernes, je trouve que c'est important de critiquer ce qu'on est en train de faire et la façon dont on analyse. Moi, j'adore les gens qui me critiquent, c'est les gens qui me font le plus de bien parce qu'ils me permettent d'avancer. Les gens qui me font des grimaces, qui me trouvent merveilleux, ou les gens qui me font des grimaces hypocrites et qui derrière me plantent des couteaux dans le dos, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'essaye d'avoir au maximum, c'est une relation sincère avec autrui. Mais encore faut-il le pouvoir et ne pas être un petit blanc dégénéré et hypocrite comme celui que la Pologne a produit, cette espèce de trou amer des Domites, qui est la Pologne et l'Italie, ont produit depuis des générations et des décennies. Mais grâce à Dieu, ça touche à sa fin. On en a bientôt fini avec la Pologne, l'Ukraine, c'est massif, c'est cette espèce de matrice populeuse d'Europe centrale et d'Asie centrale. Elle est en train de toucher à sa fin, elle va connaître une hyperglaciation, on va s'en débarrasser. Je dois dire qu'il est grand temps parce qu'ils ne vont pas nous faire 50 000 ans le coup de la République. Voilà, à l'heure où je filme, eh bien, Emmanuel Macron n'est pas encore au deuxième tour des élections présidentielles. Il y aura un écart très mince entre Marine Le Pen et lui. C'est normal, c'est fait pour vous mettre en panique et mobiliser l'électorat anti-Le Pen. Et d'autre part, c'est pour décourager l'électorat d'Éric Zemmour de voter pour Marine Le Pen. Donc il faut s'attendre à une réaction d'Emmanuel Macron qui ont cette bon courage, bonne détermination pour mettre fin à cette République, ce dont il est chargé. Voilà, vive la tyrannie, qu'elle se manifeste le plus vite possible et qu'elle dure le moins longtemps possible. On pourra passer à nouveau à la synarchie. Ciao. Donc rendez-vous dimanche.